j'arrivais même plus des fois à plier ma main. Tous les mois, j'étais en arrêt de travail une semaine, et du coup je culpabilisais, du coup je pleurais, du coup je m'étais dit j'arriverai pas à retravailler. Et c'est qu'à ce moment-là on se rend compte que la santé, c'est la base de tout. Petite Mue, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et comment est née l'idée ? Le mec me dit non mais j'hallucine, tu te prends pour qui ? On a été dans un incubateur média pour savoir comment financer notre média. Et en fait ce qui est compliqué c'est la sursollicitation à la fois des réseaux sociaux, des clients qu'on a, sur LinkedIn des messages. J'ai 150 mails par jour. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas évident. Ma vie perso, elle passera toujours avant mon entrepreneuriat. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est grâce à vous si ce podcast existe. Et en faisant ça, nous derrière, on s'engage à proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec toujours des invités inspirants. Aujourd'hui, on reçoit Alice Devès. Je prononce bien ? Oui, c'est ça. Qui aurait pu suivre un parcours classique, une enfance tranquille à Lyon, des études brillantes, une carrière en marketing bien tracée. Sauf que sa vie bascule à ses 24 ans lorsqu'on lui diagnostique une sclérose en plaques. Face à cette maladie invisible, à la fatigue chronique, aux douleurs et à l'angoisse, Alice choisit de transformer cette épreuve en force. Elle cofonde Petite Mue, un média pour briser le silence autour des handicaps invisibles et de la santé mentale, et elle est l'une des voix les plus importantes en France sur cette cause. Dans ce nouvel épisode, on va parler du rôle qu'elle a dû prendre malgré elle durant son enfance, de son quotidien d'entrepreneur et de ce que vous ne voyez pas derrière son apparence. Alice, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformée pour t'amener à qui tu es aujourd'hui ? Je pense que c'est mon diagnostic de ma sclérose en plaques au final qui a eu le plus d'impact aujourd'hui parce qu'il y a vraiment eu un avant et après. Et j'ai plus compris l'urgence de vivre plus que je ne l'avais avant en tout cas. Ok, bon, on va pouvoir en revenir dessus juste après. Et on va partir de ce par quoi on commence tous, l'enfance. Toi, t'as vécu dans quel environnement ? Alors moi, j'ai eu une enfance hyper tranquille pour le coup. Tout se passait bien pendant mon enfance. J'ai pas eu de problème vraiment, en tout cas jusqu'à mon lycée. Donc plutôt dans une belle enfance. Tu dis par rapport au lycée, parce que par rapport à quoi ? Après, moi j'ai vécu le divorce de mes parents. J'ai vécu des petits problèmes que j'ai, mais plus personnels que j'ai eu au lycée. Mais sinon, jusque-là, ouais, non, tout allait bien. Et le divorce de tes parents, est-ce que ça a eu un impact sur toi ? Ça a eu... Alors, franchement, pour le coup, moi, je l'ai pas mal vécu. Ça a été plus compliqué de voir, notamment ma mère vraiment pas bien. Et ça a été plus compliqué à gérer. Plus que le divorce en tant que tel, parce que moi, pour le coup, je m'entends très bien avec mes parents aujourd'hui, mais c'est plutôt voir les gens pas bien. Et moi, après, je suis vite partie de la maison, donc j'ai plus laissé mon petit frère qui est resté. Et du coup, je pense que lui, ça l'a un peu plus touché parce qu'il était aussi plus jeune que moi. Parce que t'avais quel âge à l'époque ? Je devais avoir 16 ans. Et lui Lui, du coup, 13-14. Ok, ouais, donc ça reste quand même assez jeune. Enfin, moi, j'ai mon petit frère qui a 14 ans, donc c'est encore un bébé pour moi. Donc c'est ça, puis c'est un peu la phase pré-ado, et c'est pas la meilleure période forcément, quoi. Et du coup, est-ce que tu as dû endosser un rôle aussi qui était peut-être pas forcément le tien ? C'est sûr que moi, sur le moment, j'ai dû être un peu l'intermédiaire entre tout le monde, et j'ai eu un peu ce rôle de... j'ai vite dû m'occuper de tout le monde et moins penser du coup à moi, et c'est peut-être plus des questions que je me pose aujourd'hui que je me posais en tout cas à l'époque là-dessus. Peut-être que là aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions justement par rapport à toi que tu te posais pas avant. Oui, je suis dans une phase de réflexion. Là, je vois une psy en ce moment et je refais un peu toutes les phases chronologiques de ma vie et de ce que j'ai pu vivre. Et comme elle m'explique, il faut prendre chaque petit trauma et les mettre dans des petites cases pour aller mieux. Donc, je suis en plein dans ces réflexions-là. Ça fait combien de temps que tu la vois ? Je vois depuis un mois. Ok, donc c'est quand même assez récent. C'est assez récent. Et c'est quoi, une fois par semaine ? Ouais, à peu près. Ok, donc petit à petit, tu traites ces traumas. Des traumas. Est-ce que tu vois des choses que tu n'aurais jamais vues sans justement ces échanges avec ta psy ? C'est des choses que j'en ai toujours... c'est des choses que j'ai toujours conscience aujourd'hui. Mais mettre des mots dessus et voir par contre quel impact ça a eu sur ma vie aujourd'hui et pourquoi je me sens mal par rapport à telle ou telle chose, je fais tout ce travail-là. Et je trouve que ça fait toujours du bien de voir une psy pour, même si on a réglé nos problèmes, pour toujours quand même parler et éviter d'être dans le... Parce que moi, je suis toujours un peu en hypervigilance sur plein de sujets. Et tous ces mots-là, même c'est elle qui me les a dit, en fait. Et quand on a plusieurs traumas, il y a un peu aussi un stress
stress post-traumatique après. Et du coup, elle m'aide à faire tout ce travail-là, à poser des mots et à m'aider sur toutes ces petites parties-là de ma vie. Ouais, elle rend matériel ce qui était pour toi hyper inconscient. Ok, hyper intéressant. Et t'avais déjà vu une psy avant ou pas du tout? Oui. Alors j'en ai vu par rapport à des événements plus graves qui s'est passé dans ma vie à d'autres moments de ma vie. Donc j'en avais vu à ce moment-là pour un événement. Mais là c'est bien parce que je vois pour une globalité pour de plein de choses. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est hyper important de voir des psys même quand tu vas très bien. Moi j'en vois encore une là jeudi alors que tout va parfaitement bien pour aller chercher. Comment jeudi aussi? Je la vois jeudi aussi. Ouais, ça se trouve ça va enchaîner, peut-être qu'on a la même, on sait pas. Paris CS moi mais non ouais c'est pas. Ah ouais, c'est pas la même. Voilà. Et après donc toi t'as pris le rôle un peu justement de la mère de ta mère, je crois que tu disais. Oui. Est-ce que ton frère a pris le rôle du père de famille ou pas du tout, vu que toi, t'avais pris le rôle de mère de ta mère, de la mère en fait de la famille? Non, oui, lui, il a pris beaucoup aussi. Il a pris aussi beaucoup sur lui. Et en fait, du coup, ça nous fait grandir aussi plus vite, je trouve, de s'occuper de quelqu'un qui va pas forcément bien. Mais c'est fou parce que j'ai fait aussi une réflexion. On en veut toujours beaucoup plus à la mère, alors qu'en fait, on pose jamais la question sur le père. Et toujours les séances de psy, moi j'ai beaucoup parlé de ma mère, mais en fait de plus en plus je me dis il y a aussi mon père dans l'histoire. Et j'en discutais avec des amis, c'est qu'on a tendance à tout remettre sur la mère, mais en fait pas forcément. Je pense que c'est dû à quoi ça? Je pense que c'est parce que c'est tous les stéréotypes qu'on a, et puis l'éducation, de penser et puis la mère a toujours eu plus d'implication des fois dans l'éducation que le père. Enfin, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais je pense que ça peut être beaucoup le cas, et qui fait que les femmes n'ont pas la même charge mentale, et donc forcément, quand on revoit notre éducation, s'il y a des problèmes ou il y a des choses qui vont pas, on a plus tendance à reprocher à notre mère qu'à notre père. Enfin, en tout cas, c'est des fois le cas pour moi. Et tu lui en veux aujourd'hui à soit ton père, soit ta mère, de certaines choses? Pas du tout. Non, je leur en veux pas parce que je suis contente d'avoir une famille où on parle beaucoup et on dit tout ce qu'on pense. Donc il y a pas de tabou, quoi. Et si on a un truc à dire avec mon frère, ils sont très bien au courant qu'on le dit, et on le fait toujours sur le ton de l'humour. Et c'est un peu notre façon de parler, quoi. Un peu faire des petits pics avec le sourire. Et ça passe toujours mieux, quoi. Tu t'entends bien avec ton frère aussi? Ouais, je m'entends super bien. C'était très compliqué pendant l'adolescence. On était assez différents, on s'entendait pas trop. Et là, depuis 4-5 ans, on s'appelle souvent, on se voit tout le temps. Donc, on est beaucoup plus proches maintenant. Trop bien. Et je crois que durant ton enfance, t'étais aussi un peu timide. Oui. Tu penses que ça, c'est lié à quoi? Ta personnalité, ou c'est lié à des choses que t'as vécues qui ont fait que t'es un peu rentré dans cet état de timidité? Alors moi, j'ai toujours été ultra timide depuis que je suis toute petite. Et c'est la timidité, en fait, quand je connais bien les gens, je suis pas timide. Mais quand je connaissais pas les gens, j'avais beaucoup de mal. J'étais toujours dans l'observation, donc beaucoup de mal à me sociabiliser aussi. Et c'est parti au lycée, ça commençait à aller mieux. Et après, j'ai fait une prépa où en fait on avait pas mal d'orales à faire, de choses comme ça. Et du coup là, ça m'a un peu débloquée. Et depuis que j'ai lancé Petite Mue, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Trop bien. On va en parler de Petite Mue. Mais du coup, t'as fait quel parcours? Donc, t'as fait une prépa pour rentrer derrière dans une école de commerce. C'est ça. Et derrière, après, t'as fait des stages. Enfin, t'as suivi un peu quel parcours? Alors du coup, effectivement, j'ai fait cette prépa pendant 2 ans. Moi, j'ai toujours été nulle en plus parce que vraiment, je venais d'un lycée. J'ai vu la différence entre ceux qui venaient des lycées. J'étais à Lyon, donc des bons lycées Lyon. On les prépare pas au bac, on les prépare à réussir leur prépa. Nous, on nous préparait déjà au bac parce qu'il y avait plein de classes où c'était 50% de réussite au bac. Ah oui. J'avais jamais fait une dissertation de ma vie avant. Donc, je suis arrivée avec tellement de retard que j'ai dû travailler 2 fois plus. Mais j'ai failli me faire virer la première année. Bon, au final, c'est passé parce qu'ils ont vu que je travaillais. Et la deuxième année, j'ai eu une école. Enfin, j'étais dans les dernières écoles du classement. Mais en fait, on nous prépare tellement pendant 2 ans à dire il faut telle école, qu'on est déçus. Mais aujourd'hui, je me dis ça change rien du tout. Mais on est tellement matrixés dans notre truc que du coup, on s'en rend pas forcément compte.
Et du coup, là, je m'étais même dit, je vais redoubler pour avoir une meilleure école. Et la directrice, elle m'a dit que ça servait à rien parce que j'étais arrivée au bout de mes capacités. Aïe. Et du coup, Tu me fais appris comment ça? en fait, aujourd'hui, je la remercie parce que c'est vrai que j'aurais refait une année. C'est vrai que je suis pas, ma mémoire, elle est pas top. Enfin, j'avais pas la bonne méthodologie, donc j'aurais refait une année, je saurais pas régler certains problèmes, quoi. Et du coup, oui, sur le moment, je l'ai mal pris. Je me suis dit, je suis vraiment nulle. Et je me suis dit, il y a vraiment des gens, ils sont plus intelligents. Enfin, j'arriverai pas à leur niveau. Enfin, mais plutôt dans le sens où je me suis dit, c'est vrai que chacun après a des compétences différentes. Et moi, le par cœur, je suis nulle. Et c'était que du par cœur, la prépa? C'était pas que du par cœur. Enfin, fallait être bon en rédactionnel. Enfin, il y avait plein de trucs différents. Logique, les maths, c'était hyper dur. Mais il y a des trucs que j'avais. Moi, je suis nulle à l'écrit aussi. J'arrive pas à exprimer mes idées. Par exemple, je voulais être journaliste de base et je m'étais dit, je suis tellement nulle à l'écrit que je ferais pas ça, quoi. Du coup, t'es pas allé là-dedans? Du coup, j'ai pas été là-dedans. Parce que t'as vu que t'avais des lacunes. Parce que j'avais des énormes lacunes en orthographe, en tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais maintenant. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pour ça aussi que t'as lancé Petite Mue, parce que t'avais un peu ce goût-là du. Ouais, je pense au fond de moi un petit peu. C'est simple, j'avais hésité entre médecine, journaliste et école de cinéma. Et pourquoi t'es parti en école de commerce? Parce que j'aimais bien la géopolitique et du coup j'ai fait une prépa parce que c'est là où il y avait 10 heures de cours en géopolitique et je sais plus pourquoi j'ai fait une fois que j'étais dans la prépa, j'ai fait école de commerce sans trop me poser. T'as suivi le parcours Oui, et encore mes parents, ma mère elle m'a toujours dit la prépa c'est l'enfer, n'y va pas, hein. Et quand j'ai eu ma prépa, elle m'a dit oh là là, ma peau ça va être dur pour toi. Non, pour le coup, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit il faut faire une prépa et tout. C'est moi, j'avais regardé de moi-même et je m'étais dit bon. Et puis j'étais persuadée que j'allais pas être prise parce que j'avais pas forcément des bonnes notes au lycée et j'étais pas forcément dans un très bon lycée, donc je m'étais dit mes chances. Je m'attendais pas à être prise en prépa, quoi. Ok. Et après l'école de commerce, tu pars où? Et du coup, je fais 2 ans d'école de commerce. Après, je fais une année de césure. Donc là, pareil, je me retrouve à faire 6 mois de stage au Luxembourg en agence de communication, alors que j'avais dit jamais j'irai au Luxembourg. Parce que j'avais fait mes études à Nancy. Okay. Et du coup, tout le monde allait, c'était un peu, les gens allaient faire de la finance ou de l'audit en Luxembourg. Et moi, je m'étais dit, jamais je ferais ça de ma vie. Bon, j'étais en agence de com, j'étais pas en finance. Ouais. Mais je sais plus pourquoi je me suis retrouvée là-bas. Ah oui, parce qu'en fait, je devais partir à l'étranger. Il y avait 6 mois obligatoires à l'étranger. Mais j'ai toujours été nulle en langue et j'ai raté 3 fois mon TOEIC et mon TOEFL. Donc, du coup, j'étais acceptée nulle part. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller au Luxembourg comme ça. Ils valident. Et au final, j'avais quand même pu être prise au Canada. J'ai eu la réponse qu'après. Et du coup, j'ai fait 6 mois juste après au Canada. Et là, c'était vraiment le meilleur moment de mes études, quoi. Incroyable. Pareil, agence de com ou pas du tout? Au Canada, c'était mes études. Ok, donc, études. Ouais, voilà. J'avais des cours là-bas. Ça faisait partie d'un semestre à l'étranger. Ok. Tu finis tes études à quel âge? Du coup, je finis à 24 ans, je crois. 23 ans, je sais plus. Et donc, pile le moment où justement ta vie un peu bascule, ou en tout cas, tu découvres quelque chose? Non, du coup, j'ai fini à 22 ans, en fait. 22? Je sais plus. Oui, parce que j'ai le diagnostic à 24. 18 ans, si t'as fait 5 ans d'études, 23 ans. 22, ouais, j'ai fini à 23, ouais. Et donc, à 24 ans, tu découvres que t'as donc une sclérose en plaques. C'est ça. Comment tu le découvres? Alors du coup, moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais des fourmillements dans les mains, dans les jambes, mais c'était juste pendant aussi la période de confinement. Et j'avais repris le sport comme tout le monde, donc je reprends le sport, je me dis c'est des courbatures, et puis je me rendais pas compte de mes symptômes. Parce que c'est quand j'ai eu le diagnostic que les gens m'ont dit mais tu te souviens, t'avais des difficultés à marcher, etc. Et c'était de pire en pire. Dès que je prenais ma douche, que je mettais de l'eau chaude, j'arrivais même plus des fois à plier ma main. Et je me suis dit, je dois avoir des nerfs de coincés, donc je vais voir l'ostéo, ça passe pas. 6 mois après, je vais revoir l'ostéo, ça passe toujours pas. Et là, je prends au hasard un rendez-vous sur Doctolib. Et je vois un médecin, je lui dis, au final, ça a été mon médecin traitant après, parce qu'elle a été trop forte. Parce que le premier rendez-vous, je l'ai vu, je dis, j'en ai marre de payer l'ostéo, il me faut des séances de kiné. Et comme ça, j'aurais plus mes fourmillements. Et là, elle m'a dit, je pense que déjà, tu devrais passer un IRM du cerveau, et après, on verra pour les séances de kiné. Et tu le fais quand même assez rapidement. Donc, je me dis, ok, bizarre. IRM du cerveau, ça fait un peu peur. Et à ce moment-là, j'avais un rendez-vous 2 mois après, mais 1 semaine après, là, mon état de santé se dégrade vraiment.
J'étais livide, enfin j'étais fatiguée comme jamais j'étais fatiguée de ma vie. Je sortais plus, je voyais plus personne. J'avais l'impression que je dormais 12 heures, ça changeait rien. Et là, je vois ma mère à ce moment-là qui vient sur Paris. Et elle me regarde, elle me dit, il y a un truc, c'est pas possible. Et là, je sentais plus mon bras droit, ça faisait 4 jours. Donc j'étais là, je disais même avec mes potes, je fais, ça se trouve, j'ai fait un AVC, un truc comme ça. Et là, le soir, donc on dort toutes les deux en plus à l'hôtel, vu qu'elle avait un hôtel, elle était en déplacement. Et je regarde sur Internet, je tape tous mes symptômes, je me dis, c'est sûr, j'ai une sclérose en plaques, parce que je lis, j'avais vraiment les symptômes, enfin, on met, à chaque fois, ça revenait sur sclérose en plaques. On dit, mais pire idée d'aller voir sur les Doctissimo. Oui, et ben on le dit toujours, mais là, pour une fois, c'était vrai, sachant que je le fais jamais, normalement. Ouais. Et donc là, en plus, je me souviens, j'avais fait un message vocal le lendemain à mes potes, je leur disais, ça se trouve, j'ai une sclérose en plaques, tout le monde m'a dit, tu te rends compte, c'est hyper grave, déconne pas, on connaît plein de gens, c'est catastrophique et tout, machin. Je me dis, ouais, ça, j'avoue, je dois abuser, c'est pas ça. Et au final, je passe cette IRM, mais le matin, je pouvais même plus me lever. Enfin, vraiment, je me réveille, je sens plus mon corps. C'est comme si on était trop longtemps assis sur sa jambe et d'un coup on se lève. Mais c'était constamment comme ça. Et donc là, je passe l'IRM et je le savais. Au fond de moi, je savais qu'il y avait un problème. Et j'avais mon rendez-vous après chez un autre neurologue pour tester mes nerfs. Je fais cette IRM, effectivement. Là, on m'annonce, la radiologue me dit, voilà, vous avez des lésions dans le cerveau. Il faut repasser un IRM le lendemain pour la moelle épinière. Et donc là, je pense que c'est le seul moment où j'ai pleuré en sortant. Parce que je me suis dit, lésion. Et quand on lui demande, elle dit, il faut voir un neurologue. Donc je me dis, ça tombe bien, je vois un neurologue après. Mais c'était une neurologue spécialisée dans les nerfs. Donc du coup, elle pouvait rien me dire non plus. Et là, elle me dit, non, vos nerfs vont super bien. Donc je comprends que c'est bien cette lésion qui me donne ces fourmillements. Et pas de rendez-vous avant 5 mois à Paris. Donc du coup, je vais à Lyon, je rentre chez moi. Je me dis, ça doit être... En plus, je regarde, je mets sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des lésions en T4, T12, oui, t'essaies de comprendre. Ça retombe sur sclérose en plaques. Donc je me dis, ça doit être ça. Et là, je retourne à Lyon, chez mes parents. Et impossible de marcher. Donc du coup, je vais aux urgences. Et au final, je suis hospitalisée direct. Et j'ai le diagnostic qui tombe une semaine après. Mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, mon seul souci, c'est de me dire, j'ai un week-end avec tous mes potes qui est prévu et on part une fois par an ensemble. J'espère que je serai sortie à temps. Ouais. C'était ma seule angoisse de la semaine. Et je m'en suis pas du tout... Et je pense que j'ai vraiment même pas pleuré. Parce que l'annonce, c'était un peu un soulagement déjà. Parce que ça... au moins, on est entouré. Le neurologue, il nous explique. Il nous dit que la nouvelle génération, ça va le faire. Qu'on finit pas forcément en fauteuil roulant, qu'aujourd'hui il y a des traitements qui marchent très bien. Parce que tu peux finir en fauteuil roulant. Oui, avant c'était une personne sur 4 et une personne sur 2 en canne, mais c'était il y a plusieurs années. Et du coup, même les gens ont cette image-là de la sclérose en plaques, et de moins en moins maintenant, c'est le cas. Enfin, c'est une maladie qui se guérit pas. Si tu dois expliquer la sclérose en plaques en quelques mots pour quelqu'un qui connaît pas du tout. Alors du coup, la sclérose en plaques, c'est comme si... alors déjà, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que nos anticorps s'attaquent à notre corps au lieu de le défendre. Et donc c'est comme si dans notre cerveau, on a des nerfs, et c'est comme si c'était des câbles électriques entourés de caoutchouc. Et ce caoutchouc, ça s'appelle la myéline dans le cerveau, donc des nerfs avec de la myéline autour. Et les anticorps, ils viennent manger cette myéline. Et du coup, ça fait une lésion. Et en fonction de la lésion, ça va toucher le nerf. Et donc on peut... avoir des fourmillements dans le bras droit, dans le bras gauche, des problèmes de mobilité, on peut avoir des difficultés à parler, on peut même ne plus réussir à parler, on peut devenir aveugle aussi. Enfin, il y a plein de... En fonction, si ça touche le nerf optique, ça fait qu'on voit plus d'un œil, par exemple. Et ça, tu le savais quand t'as appris que t'avais... Ça, ils me l'ont expliqué. Ouais, ok. Ils me l'ont expliqué, mais du coup, j'ai pas paniqué du tout. C'est que quand je suis rentrée de l'hôpital, je suis arrivée, là, j'ai pleuré parce que j'ai un peu tout qui est redescendu. Mais en plus, j'étais sous corticoïdes, donc je dormais pas de la nuit et on est toujours en ça. Très alerte. Oui, voilà, en fait, quand je geekais sur mon portable pendant 5 jours, je suis devenue complètement. Mais en fait, c'était un moment où j'étais là, j'attendais ce qui se passait. Et puis, tant qu'on est à l'hôpital, je sais pas, moi, j'ai toujours, quand à l'hôpital, je me sens un peu en sécurité. Et c'est après, quand je rentre chez moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et après, j'étais dans le déni. Franchement, j'étais dans le déni pendant 4 mois. Je me suis arrêtée qu'une semaine. Je suis retournée au boulot. Et tu bossais comme avant Je bossais comme avant, mais en même temps, je me souviens, c'était la fondatrice de mon entreprise, elle m'a appelée pour me dire que pour pas déprimer, je devais retourner travailler. Mais en fait, je pouvais pas retourner travailler. C'était pas que je ne voulais pas. Physiquement. Et physiquement, je pouvais pas.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les mois, j'étais en arrêt de travail une semaine. Et du coup, je culpabilisais, du coup, je pleurais. Du coup, je m'étais dit, j'arriverai pas à retravailler. Alors que si je m'étais arrêtée un bon coup et le temps qu'il fallait, ça m'aurait peut-être aidé à pas faire des yo-yo tout le temps, quoi. Et la sclérose en plaques, c'est quoi ? C'est quelque chose que tu as en toi et qui arrive au bout d'un certain temps ? Ou alors est-ce que ça vient de, je sais pas, de quelque chose dans sa vie ? Ça vient d'où ? Alors du coup, il y a pas de, ils savent pas trop d'où ça vient. Enfin, en gros, il y a plein d'études différentes. Ça peut venir, la dernière étude, c'est ça vient d'un virus. Il y a peut-être un facteur environnemental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de sclérose en plaques dans les pays froids, dans les pays du Nord. C'est pas génétique, mais ils expliquent quand même qu'il y a un terrain génétique qui peut jouer. Ok. C'est-à-dire que si on a un frère ou une sœur qui a une sclérose en plaques, nous aussi on peut. Enfin, la personne a plus de chance, mais ils m'ont dit que ça voulait pas dire que c'était génétique non plus. C'était le cas pour toi ? Ou pas du tout ? T'avais des gens dans ta famille ? Non, pas trop. Enfin, si j'avais une cousine de mon père qui a la sclérose en plaques. Ok. Mais sinon, non, je connaissais personne. Et je sais pas d'où. Enfin, il n'y a pas encore de choses qui expliqueraient. Sinon, ils auraient trouvé un traitement, je pense. Et est-ce que quand on a... Enfin, en plus, tu as une nouvelle maladie, il me semble, récemment, comme tu le disais tout à l'heure en off, qui est la maladie de Basedow. Basedow. Ouais. Je voulais pas bien mal le prononcer. Est-ce que quand on a ce type de maladie, on est plus conscient de ce qu'on ressent ? Est-ce que tu es plus conscient de ton corps, de ce que tu ressens, de comment tu te sens, qu'avant, par exemple, durant ta jeunesse ? Ah là, c'est sûr que ça m'a quand même fait un petit électrochoc. Déjà, je me suis dit, mon corps, en fait, il est pas... il est faillible, quoi. Ouais. Voilà, il n'est pas invincible. Même que je le savais déjà avant, mais je pense que d'avoir un problème de santé. Et c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte que la santé, c'est la base de tout. Si on a une mauvaise santé, on peut pas travailler, on peut pas voyager, on peut pas profiter avec nos amis, notre famille. Enfin, si on est dans notre lit tout le temps, le pire, en fait, c'est si on enlève la santé, c'est compliqué de continuer sur plein d'autres choses. Donc déjà, on se rend compte de ça. Donc du coup, tout ce qui bousille un peu notre santé, on essaye un peu de l'éviter, même si je n'avais pas envie de... Moi, j'ai toujours été, je veux pas non plus m'interdire de vivre, mais je suis devenue beaucoup plus hypocondriaque. Mais en même temps, dès que je vais faire des analyses, il y a un truc. Donc, du coup, je me dis... Et autant, par exemple, par rapport à ma nouvelle maladie que j'ai, moi, j'ai toujours pensé que je me suis préparée psychologiquement parce que la sclérose en plaques, ça marche par poussée. Okay. Donc moi, j'ai eu une poussée. Donc c'est quand il y a d'un coup des lésions qui créent un handicap. Et plus on avance, plus on a un handicap qui, du coup, on peut avoir plusieurs handicaps à la fin de notre vie. Et ces traitements, justement, évitent qu'on ait trop de poussées. Et après, il y a une forme de sclérose en plaques qui est progressive. Donc là, en général, c'est pas forcément la meilleure, mais notre état de santé se dégrade au fur et à mesure. Donc moi, je m'étais dit, j'ai une poussée. Là, ça va beaucoup mieux. Je me dis, je suis préparée psychologiquement à avoir une nouvelle poussée. Là, par exemple, j'ai une nouvelle lésion il y a 2 mois, mais pas au point d'avoir une poussée non plus. Et je me suis préparée psychologiquement à ça, mais j'ai pas vu venir les autres maladies, mon autre maladie. Tu peux pas l'anticiper. Oui, mais je m'étais dit, pour moi, je me suis dit, ma vie, ça va être la maladie de la sclérose en plaques. Mais en fait, il y a plein de gens même sur Psysmic que j'interviewe, ils ont plein de maladies différentes. Et là, mon neurologue m'a dit il y a 2 semaines, souvent quand on a une maladie auto-immune, on en a plusieurs. Donc il m'a dit que ça se trouve, j'en aurais d'autres. Donc là, je me suis dit, ok, je vais me préparer psychologiquement. Et justement, comment psychologiquement tu te sens par rapport à ça ? Là, ça a été dur la deuxième annonce de l'autre maladie parce que en plus, ça touchait plus tout ce qui était hormonal. Donc là, mes hormones niveau santé mentale, et je me suis dit en fait, j'aime pas comparer les santé mentale, santé physique. Mais je me suis dit, la santé mentale, quand ça va pas bien, je trouve que c'est pire que la santé physique. Je devrais pas dire ça parce qu'on ne compare jamais les handicaps. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça a été beaucoup plus dur pour moi de gérer mes problèmes en santé mentale qu'en santé physique. Parce que quand on va pas bien, du coup, tout devient compliqué, en fait. Alors que ma sclérose en plaques, c'était surtout j'avais des difficultés à marcher, etc. Mais j'avais quand même bien dans ma tête, donc j'arrivais à faire plein de choses. Alors que là, ma nouvelle maladie, pendant 1 mois et demi, juste envoyer un message à des amis, ça m'oppressait, quoi. Ah oui, ça s'en était à ce point-là. Ah oui, j'étais vraiment au fond du trou. Je pleurais, je pleurais tous les jours. J'étais vraiment pas bien, quoi. Là, ça va mieux, mais là, pendant 2 mois, ça a été assez compliqué quand même. Et donc, durant cette période-là, comment toi, est-ce que tes proches, ils étaient là pour toi ?
Oui, pour le coup, j'ai de la chance, je suis hyper bien entourée. J'ai mon copain qui me supporte dans mes états tous les jours, qui est mon plus grand aidant. Et puis après, non, j'ai surtout, j'ai tous mes amis et toutes mes amies. Ma famille est hyper présente, donc j'ai la chance d'être bien entourée, et heureusement d'ailleurs. Oui. Je vais tousser parce que... Ouais. Et donc on en revient à aussi ce qui prend quand même une grande part de ton quotidien aujourd'hui, Petite Mue. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et comment est née l'idée? Alors du coup, Petite Mue, c'est né de l'idée de ma sclérose en plaques. Et après 4 mois de déni, là, je me suis vraiment rendu compte... je dis qu'en fait, j'étais bien dans ma tête, mais non, je suis encore dans le déni. Mais je me suis rendu compte que vraiment, c'était hyper compliqué parce que j'avais beaucoup de fatigue chronique. Donc la fatigue chronique, c'est on est fatigué tout le temps. C'est comme, je prends l'exemple d'un téléphone portable, on a quelqu'un qui est valide, c'est comme s'il avait un super téléphone portable et sa batterie, donc il peut charger son téléphone, ça se recharge directement, il peut utiliser son téléphone toute la journée, il aura de la batterie tout le temps. Et quand on a une maladie chronique, c'est avoir un vieux téléphone, notre batterie se charge super vite, et on a beau la charger toute la nuit, le lendemain à midi, il n'y aura plus de batterie. Donc du coup, ça demande de gérer toute sa vie, faire des choix pour pas arriver à 0 niveau batterie. Et vu qu'on est limité dans nos tâches, c'est ça qui est le plus compliqué à vivre. Et en vrai, j'ai cherché des médias sur le sujet, sur le handicap invisible. Il n'y avait aucun média vraiment dédié au handicap invisible. Il y en a 2-3 sur le handicap, mais qui sont pas si présents sur les réseaux sociaux. C'est plus des articles de blog Oui, voilà, c'est plus de l'écrit, mais sur les réseaux, il n'y avait pas grand-chose, pas comme des médias un peu style Brut Combini. Ouais. Donc, nouvelle génération. Donc, quand je dis qu'on est le premier média sur le handicap invisible, on va me critiquer en disant qu'il y a déjà des médias qui existaient. Mais en fait, oui, ils existaient, mais spécialisés, voilà, qui s'adressent aux jeunes, pas forcément. Ouais. Et en plus, pour moi, il pourrait y avoir 15 médias, sur plein de thématiques, il y a des fois 10-15 médias qui existent, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Faut sensibiliser quand même le plus de monde possible. Et vu que mon handicap, au bout d'un moment, ne se voyait plus, là, j'ai compris ce que c'était le jugement aussi des personnes qui oublient qu'on a un handicap. Et ça, c'est une autre phase plus compliquée. Un exemple de quelque chose qui t'a marqué? Par exemple, moi, la première fois que j'ai utilisé ma carte handicap, j'ai eu des insultes. La personne m'a dit, c'était à Gare de l'Est, je prends un taxi parce que j'avais trop mal aux jambes, j'arrivais pas à tenir debout trop longtemps. Et franchement, je me suis dit, je savais qu'il y avait des critiques, mais je m'attendais pas à en avoir une première fois que j'utilise. Donc, je sors ma carte. Je dis, est-ce que je peux passer devant? Je suis en situation de handicap, etc. En plus, ce moment, il est toujours gênant parce que tout le monde nous regarde. Ouais. Et vu que mon handicap se voit pas, les gens, ils me regardent comme ça en disant c'est bizarre, quel est son handicap, qu'est-ce qu'elle a. Et notamment quand on est jeune. Et là, le mec me dit non, mais j'hallucine, tu te prends pour qui? Il vérifie 2 fois ma carte. En plus, j'ai mis ma plus belle photo dessus, avec mon grand sourire. Et puis, j'en ai marre des gens comme ça, machin. Donc, je pense qu'au fond, alors je sais pas s'il en avait marre des gens en situation de handicap ou s'il pensait que c'était une fausse carte, mais bon, dans tous les cas. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai eu. Et après, si des fois, j'ai eu des gens qui soufflent, etc. Ou des fois, les personnes oublient, en fait, dans notre entourage, qu'on a des douleurs tout le temps. Moi, j'ai des fourmillements encore tout le temps aujourd'hui. La journée? La journée, tout le temps, ouais. Et c'est juste qu'aujourd'hui, je m'y suis habituée. Mais la fatigue chronique n'est pas partie. Du coup, j'ai beaucoup plus de surmenage, j'ai des troubles cognitifs, j'ai du mal à me concentrer. Donc ça, c'est resté, mais c'est gérable, parce que j'ai appris à le gérer. Mais oui, il y a tous ces exemples font que je me suis dit, il n'y a pas assez de gens qui prennent la parole sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire et que j'ai contacté du coup Anaëlle. Et que tu as contacté, que tu avais rencontré, parce que c'était ta coloc, non? Alors Anaëlle, grande histoire, c'est que en gros, oui, c'était donc ma coloc était amie avec Anaëlle, et Anaëlle s'est séparée de son copain. Du coup, elle est venue dans notre coloc 2 semaines parce qu'elle avait plus de logement, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Okay. Donc au final, une séparation qui était bénéfique pour moi, tu vois. C'est pas pour elle peut-être maintenant, je sais pas, mais peut-être, je sais pas, mais. Donc maintenant qui est aujourd'hui ton associé. Et après, comment vous avez fait naître cette idée? Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée de dire ok, je veux déstigmatiser et ouvrir la parole sur ces sujets-là et éduquer ces gens qui vont insulter ceux qui montrent leur carte d'handicap. Comment vous avez fait naître cette idée concrètement?
En fait, au même moment, moi, j'avais contacté Anaëlle parce qu'il y a eu ces 2 semaines dans la coloc. L'idée, du coup, elle m'est venue. Je l'avais rencontrée un an avant Petite Mue. Et au même moment, elle est diagnostiquée de troubles bipolaires. Et donc, on est un peu, je sais plus, on en discute en soirée en plus, voilà, de son diagnostic, moi du mien, tout ça. Et elle me dit, moi, mon rêve, c'est un peu dessiner ce qui se passe dans ma tête parce que plus simple de dessiner que d'en parler. Et au moment où je me dis, j'aimerais trop créer un média sur le sujet, donc au début, j'avais hésité sur la sclérose en plaques. Spécialisé que sur la sclérose en plaques. Au début, en fait, on est parti sur plein d'idées. Au début, c'était sur la sclérose en plaques. C'est pour ça que Petite Mue, c'est le diminutif de immune, vu que c'est une maladie auto-immune. Et tout était pris sur Instagram, donc avec des potes, ils me disaient, petite test, je teste Petite Mue, c'est bon, je blogue. Enfin, vraiment, j'ai pas réfléchi au nom. Et je sais même pas pourquoi on s'est dit qu'on allait faire handicap invisible. Enfin, à quel moment on s'est dit on va pas faire sclérose en plaques mais handicap invisible, je me souviens plus. Ça s'est fait naturellement. Oui, je pense que ça s'est fait totalement naturellement. Et je m'étais dit trop bien des interviews, mais s'il y a que des interviews, il va manquer d'un truc en plus. Et là, je me dis ça serait trop bien d'avoir des illustrations. Et là, je me souviens d'Anaëlle, donc je l'appelle en lui proposant le projet. Et là, elle m'a dit oui, bon, c'est le projet, ok, mais moi, elle me dit dans ma tête, c'était parce qu'elle est graphiste, elle m'a dit moi, le nombre de fois, elle m'a dit est-ce que tu peux faire un logo, mon tatouage, tout ça. Au final, ça se passe jamais. Et franchement, je lui ai dit non, mais je suis vraiment prête à me lancer. Et du coup, je l'ai convaincue que ça allait être un vrai projet, qu'on allait dédier tout notre temps. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Alors, on a eu toutes les deux une rupture conventionnelle. On a été dans un incubateur média pour savoir comment financer notre média. Et au final, quand on a quitté, on a été dans un autre incubateur. Donc au début, on a commencé, parce qu'on n'avait même pas de quoi acheter un portable. Donc on a commencé à faire une campagne Ulule. On a vendu des bobs et des t-shirts. Ok. Pour pouvoir... Vendre des petites mules. Ouais, on les a toujours. Énorme. On a fait des pulls de Noël aussi. Comme ça, on a pu s'acheter un téléphone. Donc les micros, pareil, au début, on n'avait même pas de... Pendant un an, on n'a pas eu de micro. Hein. Si on regarde la qualité... C'était quoi, filmé comme ça, téléphone? C'était filmé téléphone. Moi, j'avais acheté... on ne savait pas utiliser un fond vert. Du coup, on avait acheté un fond bleu, un peu notre couleur. C'est lui qu'on voit... Voilà, celui qu'on... maintenant, c'est un fond vert qu'on a. Okay. Donc le bleu est beaucoup plus joli. Mais si tu regardes les premières interviews, donc on n'avait pas de lampe, rien. Et je mettais avec mon scotch qui tombait une fois sur deux et je faisais tout dans mon appart chez moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et après, on a eu une assez forte communauté. Et au bout d'un an d'interview, et après avoir été aussi dans des incubateurs qui nous ont aidés à trouver aussi un business model, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui avaient un handicap invisible avaient beaucoup, beaucoup de mal à en parler en entreprise. Pour plein de freins, parce que le handicap, ça reste la première cause de discrimination en France, parce que y a tellement de préjugés que les gens ont peur d'être embauchés, de pas être embauchés justement, ont peur de plus avoir leur carrière professionnelle comme ils le souhaitent. Et du coup, c'est là où on s'est dit comment aller plus loin. On a créé une agence où on intervient dans les entreprises sous format d'expo BD, conférences, formations, ateliers dessin, etc. Trop bien. Et est-ce que tu as, un atelier ou une conférence, tu as eu quelque chose qui t'a marqué? Quelqu'un qui t'a dit quelque chose ou quelque chose de ce type? Je pense que ce qui est marquant dans les conférences, et ça nous arrive quand même souvent, c'est quand les gens viennent nous voir à la fin en disant en fait, j'en ai jamais parlé et ça fait 30 ans et en fait, je me suis retrouvée dans ce que vous dites et je vais peut-être faire les démarches pour pouvoir en parler. Parce que le fait d'en parler, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, les gens peuvent demander une RQTH, donc une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Et cette RQTH, c'est ce qui permet d'avoir des aménagements. Donc ça peut être aménager ses horaires, son temps de travail, du télétravail, un siège ergonomique. Enfin, il y a plein de choses qui existent selon les types de handicap. Et du coup, ça évite de compenser. Donc par exemple, il y a une personne sourde qui est venue nous voir en disant moi, il me faudrait un bureau tout seul parce que sinon, j'ai tellement de bruit toute la journée qu'il doit se concentrer tout le temps. Et comme ça, pendant 20 ans. Donc en fait, si je reviens à la théorie de la fatigue chronique, c'est perdre tellement d'énergie dans sa journée, sauf qu'au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte qu'on perd tellement d'énergie. Et la dernière fois, j'ai croisé une personne aussi, ça m'avait... c'était très récent. Je dirais pas l'entreprise et tout, mais en gros, donc, qui vient me voir, qui est dans le COMEX, et qui me dit, moi, je suis directeur juridique, et j'ai un TDAH, et en fait, j'en ai jamais parlé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je dois travailler tous les samedis et dimanches parce que je suis en open space et j'arrive pas à me concentrer. Il y a trop de distractions. Du coup, il y a trop de distractions. Du coup, je suis en plein divorce parce que j'ai plus le temps pour ma famille. Et du coup, voilà où j'en suis dans ma vie. Et là, je me dis, je trouve ça tellement dommage
que les gens n'arrivent pas à en parler. Mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à en parler parce qu'il y a tellement de discrimination que ce serait peut-être trop compliqué pour eux. Et pour moi, il faut vraiment sensibiliser pour que les gens comprennent qu'autour d'eux, il y a tellement de gens concernés qui leur font pas confiance. Et parce qu'ils entendent toujours plein de bêtises qu'on peut entendre sur le handicap, quoi. C'est quoi les principaux préjugés que tu entends ? Alors les préjugés, c'est une personne en situation de handicap va être moins productive. Alors déjà, moi j'ai toujours du mal avec productivité parce que c'est pas... Enfin, faut enlever la notion de productivité parce que c'est vrai que moi, avec une poussée, faut pas me demander de faire le même travail. Quelqu'un, mais ça veut pas dire que mon travail sera bien et c'est pas grave, l'entreprise va pas s'écrouler si je fais 5 heures de moins dans la semaine. Enfin, des fois, je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité à avoir dans les entreprises sur la productivité. Et en plus de ça, c'est pas vrai parce que je trouve que quand on est en situation de handicap, on a une capacité d'adaptation et moi, je suis hyper rigoureuse maintenant. Enfin, si en gros, je suis en arrêt maladie du jour au lendemain, moi, j'ai 2 semaines d'avance sur tout parce que je sais que je gère mon truc. Donc, il y a productivité où ça va être compliqué. Ah non, moi, j'ai pas le temps. Je manage à 5 personnes. Si on me met quelqu'un en situation de handicap dans mon entreprise, dans mon équipe, ça va être trop de boulot. Enfin, les gens s'imaginent, alors que je leur dis, ça se trouve, vous avez déjà des gens en situation de handicap dans votre équipe. Vous le savez pas. Et ça ne changera rien pour vous. Par contre, ça changera quelque chose pour eux s'ils se sentent à l'aise d'en parler, qu'ils ont des aménagements. Et j'explique toujours que quand on a des aménagements, ça permet juste de travailler comme tout le monde et d'avoir cette notion de compensation en fait là-dessus. Ok, donc ça c'est le principal préjugé. Et justement, toi qui justement a une sclérose en plaques, ça ressemble à quoi tes journées ? Parce qu'en plus, tu es entrepreneur. Quand on est entrepreneur, ça peut demander quand même beaucoup d'énergie. On a en plus cette vision aussi via les réseaux de l'entrepreneur qui se lève à 5h du mat, qui fait sa morning routine, qui finit, qui n'a pas de vie de famille, qui bosse 7 jours sur 7. Puis en plus, après, on met en avant les Elon Musk qui travaillent 120 heures par semaine. Heureusement, on n'est pas obligé de faire ça pour réussir dans l'entrepreneuriat. Toi, ça ressemble à quoi ton quotidien ? Alors du coup, moi, mon quotidien, ça va être... franchement, déjà, moi, toute cette vision de l'entrepreneuriat où plus tu travailles, mieux c'est, j'y crois pas du tout. Parce que la plupart des gens arrêtent leur boîte parce qu'ils font un burn-out à la fin et que c'est pas pour moi un sprint, c'est vraiment, faut tenir dans le temps et c'est vraiment le plus dur. Du coup, mes journées, en général, moi, je commence assez tôt pour le coup parce que je suis super efficace le matin et j'évite de la fatigue à partir de 15-16 heures. Donc en général, j'arrête de travailler à 18 heures. Et tu commences à 7h, 7h30 quand même. Donc, donc des fois, je me dis, ça va, j'arrête tôt, mais en fait, non, je commence tôt. et après, mes semaines, c'est tellement différent. Il y a des journées où je suis comme ici, je fais des podcasts. Il y a des journées où je fais, moi, les interviews. Il y a des journées où je fais des conférences. Je fais toute la partie commerciale. Je fais de la compta. Je gère les plannings. Faut manager une équipe de 5 personnes. Enfin, j'ai aucune journée qui se ressemble. Là, je me suis mis une nouvelle règle de pas travailler le week-end. Tu y arrives ? Pas toujours. Mais en fait, c'est juste que quand je travaille le week-end, je me dis c'est 4 heures de plus que je récupère et que je vais pouvoir enlever dans ma semaine. Parce que maintenant, je me suis imposé aussi 3 heures de sport dans la semaine et ça, je le fais en pleine journée. Okay. Donc, je me bloque mes créneaux. Et tu fais quoi ? De la course ? Pilates. Non, je fais du Pilates. Okay. J'ai trouvé mon nouveau truc Pilates et du TRX, là, j'ai découvert. Du TRX. En gros, c'est quoi ? J'ai découvert ça. C'est qu'avec les poids, c'est là où il y a des sangles, en fait, et c'est se muscler qu'avec le poids du corps. Ok, je connaissais pas. Faut aller voir sur Internet parce que c'est trop compliqué à expliquer. Mais donc, je fais ça. Et du coup, déjà, ça me prend 1h30 dans ma journée. Donc, c'est bien. Moi, ça me coupe mes journées. Ouais. Et de plus en plus, je me dis, en vrai, au final, ça change rien. Je suis autant efficace. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça sert à rien. Et t'arrives à rentrer dans des états de flow ? De concentration extrême pendant, je sais pas, 1h, 1h30 ou alors, tu as beaucoup de... Par exemple, tu parlais du directeur juridique qui a un TDAH. Je pense qu'il a du mal à tenir pendant 1 heure de concentration extrême. Toi, tu te places comment par rapport à ça ? Pour le coup, moi, ça va. Ça dépend des jours, selon ma fatigue. Mais par exemple, le matin, je peux faire 4 heures de concentration sans problème. Oui. C'est juste qu'il faut que je coupe mon téléphone. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est la sursollicitation. À la fois des réseaux sociaux, des clients qu'on a, sur LinkedIn, des messages. J'ai 150 mails par jour. Et du coup, c'est plus ça, en fait, qui moi, m'oppresse. Mais si jamais j'avais que... moi, si j'ai 4 heures que de prod, à me dire, bon, je vais travailler sur la strat de l'entreprise, ou je vais travailler à quels vont être les nouveaux contenus, et que là, je suis en réflexion, là, je peux travailler des heures et je suis trop bien. Ce qui est saoulant, c'est quand on a des calls toute la journée, qu'on doit parler, qu'on doit rappeler les gens, qu'on doit gérer les urgences. Et tu te mets pas des plages horaires ?
De te dire, OK, par exemple, les mails, je vais les consulter que 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, par exemple. Si je le mets maintenant, et en fait, je suis tellement toujours sous l'eau que des fois, mes mails, j'ai même pas, pendant 2-3 jours, je peux pas les consulter, quoi. Donc, au final, ouais, je traite en fonction des urgences des appels que j'ai, les plus urgents. Et après, c'est bien parce que j'ai une équipe, donc tout ce qui est urgence, ils me le mettent sur Slack et je sais quand il faut répondre à un mail. Mais j'ai toujours du retard dans mes mails. Hein. Mail et message LinkedIn aussi, du coup. Ouais, non, message LinkedIn, maintenant, j'ai un peu arrêté d'y répondre. Ça dépend. Maintenant, je fais un tri parce qu'au début, j'ai accepté tout et c'est pas gérable, quoi. Mais ça, apprendre à dire non, c'est le plus dur, je trouve. Ça, c'est ton challenge du moment? Ouais. Par exemple, des fois, on me dit pour mon mémoire, c'est juste une demi-heure, machin. Moi, je disais oui. En fait, maintenant, je me dis, je peux pas si je dois prendre une demi-heure à chaque fois. Ouais. Et toute ma journée va être hyper millimétrée tout le temps. Donc, mais maintenant, j'ai appris à dire non. Ok. Et les messages sur la page Insta, petite c'est mue, plus moi qui réponds du coup. Okay. Ouais. On a une alternante qui fait toute la modération parce que pareil, ça c'est pour la santé mentale, vaut mieux s'en détacher. Bah oui. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder ou même à scroller peut-être. J'ai découvert, j'ai un peu une addiction des réseaux sociaux parce que par exemple, des fois, je suis tranquille chez moi le soir, je regarde mon film et je vais sur mon. En plus, ça arrive sur Instagram, donc je suis sur mon compte perso parce que je reste jamais sur Petite Mue et je vais toujours sur Petite Mue et je regarde les notifications. Mais je le fais sans m'en rendre compte. Et je me dis, mais alors, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de regarder mon film. Et il y a un peu ce truc. En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu. Mais je pense que c'est l'algorithme qui a été fait comme ça. Ça marche par récompense. Ouais. Donc là, je poste un truc. Je me dis, attends, la BD, combien de likes elle a fait? Est-ce qu'il y a eu des vues? Et je suis là, non, la vidéo, j'ai mis toute mon énergie à 150 vues. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Et des fois, je me dis, oh, trop chiant. Et en fait, ça matrixe totalement. Et là, j'essaye maintenant de couper beaucoup plus. Mais j'ai un peu du mal. Et vu que j'ai peur du bad buzz, ouais, il y a ça aussi. Du coup, je me dis, si je déconnecte, imaginons, il y a un bad buzz qui se passe, je le vois pas venir, j'ai besoin de savoir. Après, en l'occurrence, ton alternante, peut-être qu'elle peut gérer ça aussi, le bad buzz, de te prévenir si jamais. Il y a une application qui est trop bien, que moi j'utilise. Par exemple, là, moi, j'ai pas accès à mes réseaux. Ah, si, à 19h aussi, non, là, j'ai accès, mais qui bloque les réseaux de la journée, ça s'appelle Opal. Ok. Et tu sais, sur le téléphone, tu peux bloquer tes réseaux, mais tu peux dire, OK, je désactive, enfin, tu peux désactiver. Ouais, là, avec Opal, je paye, je crois, 90 € l'année. Bon, je fais une pub, c'est pas son sponsor, mais. et en fait, ça me bloque totalement mes réseaux, c'est-à-dire que je peux même pas débloquer. Donc, en fait, je sais même pas. Ça m'angoisse déjà. De 20h, je peux pas débloquer. De 20h à midi, je peux pas débloquer. J'ai accès de midi à 13h30. Mais t'as le temps quand même. Donc ça veut dire que quand tu vas dessus, tu dois attendre 30 secondes. De 13h30 à 18h, j'ai pas accès. Et de 18h à 20h30, j'ai accès, mais pareil, il faut attendre. Et après, à partir de 20h45, j'ai plus du tout accès. Et maintenant, je l'ai même mis sur mon ordi. Parce que je me suis rendu compte que je passais trop de temps à. Non, mais c'est pas bête, il faut s'imposer ça en fait. En fait, on est obligé parce qu'en fait, ils sont trop forts. T'as le système de récompense que tu donnais. T'as pareil avec le scroll, où t'as un système de récompense aléatoire. En fait, tu vas regarder 10 vidéos. Dans les 10 vidéos, t'en as une qui va t'intéresser. Ils vont t'en mettre 2 qui vont pas t'intéresser. L'autre de juste après va t'intéresser. Mais en fait, c'est pour créer un système de récompense, un peu comme au casino. C'est pour ça que le casino, c'est hyper addictif. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux. Ouais, on se fait totalement matrixer, quoi. Ouais. Et est-ce que t'as d'autres choses comme ça d'autres enjeux perso aujourd'hui, autres que apprendre à dire non, que les réseaux sociaux? Je pense que le plus dur, c'est déjà, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas évident. Pardon, désolé. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas évident. Mais quand on est en situation de handicap, c'est d'autant plus dur. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire, ça se trouve, mon handicap me protège un peu aussi de pas tomber trop dans l'entrepreneuriat. Et de justement faire ces pauses-là. Et de toute façon, moi, ma vie perso, elle passera toujours avant mon entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, si j'ai un week-end avec des potes, si le soir, j'ai envie d'aller retrouver mes potes boire un verre, ils passeront avant. Si je fais une semaine de télétravail et que tout le monde est au bord de la piscine, je suis capable d'annuler mes rendez-vous commerciaux pour aller au bord de la piscine, pour le coup. Donc, j'ai quand même ce truc où dans tous les cas, Petite Mue, c'est pas toute ma vie non plus. Et c'est un projet qui me tient à cœur, etc. Bien que si ça fait partie quand même beaucoup de ma vie aujourd'hui, ça prend beaucoup d'énergie. Mais ouais, en fait, le fait d'avoir eu cette nouvelle maladie, ça m'a un peu questionné sur comment gérer tout ça quand même, et c'est pas évident. Et puis manager une équipe aussi, c'est une charge mentale de se dire faut payer les gens à la fin du mois. Et quand on a un mois de trésor d'avance, tous les mois,
C'est un stress, en fait. Et ça, c'est le plus dur aussi, c'est de se dire, on n'est pas tout seul. Encore, franchement, je serais toute seule, bon, ça foire. Mais là, les gens qu'on a embauchés, ils ont quand même quitté leur boulot pour venir chez Petite Mue. Enfin, il y a quand même eu un engagement, donc je me vois pas me dire, on arrête parce qu'on a mal géré notre trésor, quoi. Et donc, ça te force à plus travailler que tu ne le voudrais? Oui, du coup, forcément, parce que si je fais trop de pauses, j'ai moins d'argent. Et encore maintenant, on délègue quand même pas mal. En fait, si j'ai un conseil, il faut déléguer. Il faut apprendre à faire confiance aux gens. Quitte à ce qu'ils fassent des erreurs, de toute façon, les gens ils doivent apprendre. Mais si on veut tout contrôler, tout faire, millimétrer au moindre truc... C'était comme ça au début? Non, parce que j'ai toujours été... je pouvais l'être, oui. Enfin, maintenant, c'est moins Si au début, forcément, quand on embauche la première personne, c'est un peu notre petit bébé avec Anaël. Donc, faut faire attention. Mais maintenant, vu que c'est tout un travail d'équipe et que moi, je le vois plus vraiment, on collabore tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie chez Petite Mue. C'est vraiment, si quelqu'un a une idée, il la propose, il le fait. Enfin, il y a un peu de l'intrapreneuriat dans chaque poste que les gens ont. Trop bien. Mais c'est trop bien pour eux aussi. Oui, pour le coup. Et s'ils disent, j'aime bien faire ça, est-ce que je pourrais tester, ils testent, quoi. Parce que l'objectif, c'est que ce soit un projet commun et que tout le monde kiffe ce qu'il fait, quoi. Trop bien. On essaye. On a parlé de l'enfance tout à l'heure. Là, on touche à la fin du podcast, malheureusement, mais si tu devais dire quelque chose à Alice de 16 ans, tu lui dirais quoi? Je pense que je dirais de se faire confiance. Parce qu'au final, entre mes 16 ans et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de petits problèmes, mais sous diverses formes. Il n'y a pas eu que la maladie, bien que j'aurais voulu qu'il y ait que la maladie. Je me serais dit, t'inquiète pas, tu vas gérer et puis tu vas prendre point par point. Et que des fois, on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense. Parce que, par exemple, on se dit toujours, moi je m'étais toujours dit, je sais pas, si j'ai une maladie ou s'il m'arrive tel truc, ce serait vraiment la fin de ma vie. Mais en fait, on vit avec et on apprend et on a une capacité d'adaptation. Et je pense que tout le monde l'a. De se dire, de réussir à passer ces étapes-là, quoi. Même si c'est pas simple, je dirais pas que c'est simple. En fait, je dirais que ce sera tumultueux, mais qu'on va s'en sortir, quoi. Enfin, comme on peut, comme on essaye. Donc très rassurante, rassurer Alice. Oui, voilà, et en disant ça fait... Et je pense que je dirais, ça c'est aussi intéressant, d'accepter les moments où ça va pas. Et ça, maintenant, ça m'aide beaucoup. Quand je vais pas bien... Avant, ça me prenait la tête, du coup, j'angoissais encore plus. Maintenant, je me dis, ça va pas, j'ai l'habitude, j'ai eu des phases d'anxiété plus dans ma vie, plein de fois. Il y a bien un moment où l'anxiété part, donc j'attends qu'elle parte. Ça, c'est un vrai truc que j'avais appris avec la méditation, c'est que tout est impermanent. Mais absolument tout dans ta vie. Même la vie est impermanente. Dans un état où t'es pas bien, après tu es bien. Même un état où t'es très bien, profite de ce moment où t'es très bien, parce qu'après, ça t'ira peut-être un peu moins bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Là, si tu t'avais le petit génie qui était à côté de toi et il pouvait exaucer un vœu. Et le vœu que j'aimerais vraiment, et là je pourrais arrêter de travailler si c'était le cas, c'est que quand on parle de handicap invisible, les gens sachent directement ce que c'est. Parce que vraiment, une fois sur deux, on me dit c'est quoi ce truc? Enfin, je sais pas. Alors que ça touche quand même 9 millions de personnes en France. Je trouve ça fou que personne ne soit au courant. C'est dingue. Et comme ça, au moins, plus besoin d'avoir de charge mentale. J'arrête Petite Mue et les gens sont sensibilisés, ça se passera bien. Donc, te souhaiter d'arrêter Petite Mue. Et que tout le monde soit sensibilisé. Bien sûr. Et que tout le monde soit sensibilisé. Trop bien. Merci beaucoup, Merci. Alice. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, petite.mue, c'est MU, il n'y a pas de E. Et pareil, sur LinkedIn, sur TikTok, sur tous les réseaux. YouTube. Et on a créé Muance maintenant, qui est avec un S. Et c'est un média dédié à l'emploi et travail. Trop bien. Pardon, emploi et handicap. Emploi et handicap. Emploi et travail. Vraiment, focus travail. Faut travailler. Travail. De toute façon, on mettra tout en description. Merci Alice. Merci. Et puis, à bientôt. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.